Ce truc de un grand film, on doit absolument le voir au cinéma. T'en penses quoi? Je dis pas que c'est bien ou c'est mieux, je dis juste qu'un grand film, je crois qu'il te touche, il vient te chercher là où il a besoin de venir te chercher. Je crois que c'est peut-être ça la différence avec les grands films et les autres. C'est qu'un grand film, il peut venir te chercher sur un tout petit écran. Salut Mélanie, on a plein de questions à te poser, des lourdes et des plus légères. T'es prête, on y va? Je peux te faire un clap. Dans ta carrière de réalisatrice, t'as réalisé des films dans lesquels tu jouais, d'autres non. Ici, dans Libre, typiquement, tu ne joues pas. Est-ce que tu commences à avoir une préférence pour l'un ou vers l'autre? Alors, entre jouer et réaliser, c'est sûr, dès le premier film. Pas le premier court-métrage, parce que comme j'ai fait beaucoup de très mauvais courts-métrages, c'est pas à ce moment-là que je me suis dit. Mais ouais, réaliser depuis le premier, en plaisir instantané et en plaisir sur le long terme et de tout. Après, j'adore jouer dans mes films. Ok. Parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé le personnage, en fait. Et que j'arrive très très prête. Et que je me fous vachement la paix, du coup. Et que, je sais pas, il y a un truc où j'ai beaucoup moins de trac et de stress quand c'est les miens. Et qu'en plus, je prends mon meilleur ami qui s'appelle Morgane Pérez, qui est là pour me diriger. Donc en fait, je sais pas, il y a un endroit où, je sais pas, il y a un lâcher-prise qui a plus quand je m'écris des rôles bizarrement. Mais je veux jamais le faire, par contre. Quand tu réalises mais que tu ne joues pas, est-ce que ça crée une petite frustration? Pas du tout. En fait, ça, c'est l'idéal pour moi. En plus, sur Libre, je me suis mise à cadrer, parce que du coup, voilà, comme je suis un peu hyperactive, je m'ennuyais un peu, donc je me suis mise à cadrer. Donc je me suis éclatée, j'étais inarrêtable et je voulais jamais que ça s'arrête. Non, pas du tout. J'ai aucune frustration. Et j'adore tellement les actrices. Et celles que je tourne, et celles que je filme, et celles que j'aime. Et j'ai tellement d'amour pour elles que j'ai aucune frustration. J'ai une question un peu sur tes goûts cinéphiliques. Oui. On en a tous. Oui. Quels sont, toi, les films cultes que tu n'as pas encore vus? Énormément, parce que je suis pas très cinéphile, si je suis très honnête. Oui, non, j'ai pas vu énormément de films et j'ai certainement pas vu ceux qu'il fallait voir. Par exemple, Orange Mécanique, mais j'ai tellement peur de voir ce film. Mais bon, c'est terrible de pas avoir vu Orange Mécanique. Non, ou pas. Chacun je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie vraiment des films où je dis plus rien pendant un dîner, quoi. J'espère juste que personne va s'en rendre compte. Mais du coup, c'est des films comme ça que parce que t'as peur, parce que t'as la flemme, parce que tu préfères voir d'autres choses, ou parce que si juste t'as pas le temps, peut-être? Non, mais je sais, j'ai rencontré des gens très cinéphiles, j'ai rencontré des gens qui ne font que ça. Moi, je fais pas que ça, regarder des films. Je fais que ça de les écrire. Je fais que ça de travailler, je fais que ça de les fabriquer, et ça, pour le coup, je fais que ça. Mais les voir de manière même boulimique, je me rappelle je sais pas, ne serait-ce qu'en travaillant avec un Quentin Tarantino, par exemple, ouais. qui passait le week-end à regarder des films, par exemple. Moi, déjà, j'ai 2 enfants qui, voilà, me laissent pas regarder des films. Et puis, je sais pas, dernièrement, dans ma vie, je me suis rendu compte que il fallait que je trouve un endroit vraiment que pour moi. Et je sais pas, je l'ai mis dans la littérature. Et j'ai l'impression, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que je peux pas faire les deux en ce moment. Je peux pas faire mon travail, les enfants, et mon petit moment à moi, regarder un film et lire un livre. Enfin, il y a un moment donné, c'est impossible. Et du coup, lire, me retrouver le soir, prendre un plaisir fou à lire, découvrir plein de nouveaux auteurs. Je fais même des clubs de lecture, ça sonne vraiment un truc de très très vieux tout ça, mais c'est avec des femmes de mon âge, hein. On est encore jeunes. Mais voilà, c'est un vrai club de lecture et je prends un plaisir fou en fait à partir dans l'imaginaire d'une fiction, d'un livre, d'un roman. C'est tout aussi tripant qu'une série et qu'un film. C'est quoi le dernier bouquin que t'as adoré comme ça? Le dernier Choc, Betty de Tiffany McDaniel, qui serait un film de fou, où j'ai lâché le livre en sanglots parce que c'était trop dur. Je sais pas, il y a un truc qui est une force d'imagination qui je trouve encore plus dingue quand tu lis que quand tu regardes un film où tu te laisses faire. Et tu blaguais dessus, mais sérieusement, quand on est cinéaste, quand on écrit, t'as pas un peu ce truc tout le temps à chaque fois de ça ferait un bon film quand même. Toujours. Mais c'est un cauchemar même, c'est pas drôle. Enfin, une conversation dans la rue, n'importe quelle histoire d'amour est potentiellement un film. Ça rend fou. D'abord, ça rend fou les gens avec qui je vis. Et puis, ça me rend folle moi-même, donc j'ose même pas imaginer. Je peux être n'importe où, je peux avoir un pitch en 5 minutes avec une situation. Mais c'est presque un toc, franchement, c'est pas du tout agréable. J'adorerais avoir une vie normale. Tu viens d'enchaîner 3 films en tant que réalisatrice.
pour des plateformes. On a longtemps entendu ce discours de les plateformes sont les ennemis du cinéma. Est-ce que tu penses que c'est un débat qui est encore légitime ou pas? C'est-à-dire que les plateformes ont pas tué le cinéma, c'est le Covid qui a tué le cinéma. D'ailleurs, ça a traumatisé des générations entières. Il paraît que c'est très très dur en fait pour cette jeunesse de recommuniquer. Mon fils, il est rentré au collège par exemple et j'ai appris, alors il paraît que c'est un truc de boomeuse, hein, mais qu'il n'y avait pas de boom. Il y avait pas, enfin, je sais qu'on dit pas boom, hein, mais je sais. Mais je veux dire, j'ai discuté avec des parents d'élèves, tout ça, on m'a dit que les fêtes, c'était un concept qui n'existait pas. Se retrouver ensemble, moi, aller au cinéma, ça me rappelle les moments de groupe d'amis où c'était un plaisir d'aller tous au cinéma et de tous prendre notre popcorn et de tous voir un film ensemble c'était une sortie, c'était un plaisir, c'était une excitation, on s'est retrouvés enfermés et je pense qu'à ce moment-là, les plateformes ont proposé énormément de contenu et énormément de films très cinématographiques d'ailleurs, qui nous ont un peu tous sauvés, je crois. Et je crois qu'il y a un problème d'habitude à reprendre, qui est très compliqué. J'ai l'impression que les gens ont peur de se retrouver. Je suis pas sûre que les réseaux, Internet, les guerres dans le monde fassent qu'on soit aussi léger et libre qu'avant. Le climat, il est très anxiogène et je crois que rester chez soi est devenu un vrai rempart. Et en même temps, je trouve que les plateformes proposent du pur cinéma. Enfin, moi, j'ai vu des films qui sont du pur cinéma sur une télé. Est-ce que je préfère ça pas spécialement, mais je pense pas que ce soit les plateformes qui aient tué le cinéma en tout cas. T'as un peu anticipé ma question suivante, mais c'est intéressant parce que c'est un peu un débat relou auprès des cinéphiles on ne peut pas découvrir un grand film sur un petit écran. Ce truc un grand film, on doit absolument le voir au cinéma. T'en penses quoi? T'as vu ma tête? Est-ce que c'est une tête de quelqu'un qui est d'accord? Après, il y a petit écran et petit écran, on s'entend. Non, mais évidemment. Je sais plus quand la dernière fois quelqu'un me dit... J'étais dans le métro, j'ai vu quelqu'un regarder Voleuse comme ça. Non, c'était mon scénariste qui me dit quand je pense qu'on s'emmerde à écrire des films et qu'après les gens ils sont comme ça. Je dis bon, écoute... moi, ça m'énerve parce que ça veut dire que c'est coupé par une station de métro à un moment donné que les gens ne vont pas le regarder d'un trait. Mais... Ouais, je me suis retrouvée dans une situation où je suis tellement rentrée dans le film que le monde s'est arrêté dans un avion, sur un écran comme ça, avec une qualité pourrie, parce que dans les avions, la qualité elle est pourrie, et c'est même pas le format d'origine. J'ai vu Room avec Brie Larson. J'ai cliqué, je savais pas ce que c'était. Et je me souviens de l'hôtesse de l'air qui a essayé 3 fois de me proposer un plateau repas, et elle m'a vue dans un tel état. J'avais des mouchoirs partout, il m'a complètement traumatisé ce film. Et ça, c'est un bon exemple voilà. Enfin, moi, ça m'a absolument pas enlevé mon plaisir de rien. Je suis rentrée dans ce film dès la première seconde. Il y avait de la lumière. On était dans un avion. L'autre, elle a essayé de me foutre un plateau repas pendant tout le film. Ça ne m'a rien changé à mon expérience qui était dingue. Ce film m'a hanté pendant des années. Je me rappelle de ce film comme si je l'avais vu sur un grand écran. Je dis pas que c'est bien ou c'est mieux. Je dis juste qu'un grand film, je crois qu'il te touche, il vient te chercher là où il a besoin de venir te chercher. Je crois que c'est peut-être ça la différence avec les grands films et les autres. C'est qu'un grand film, il peut venir te chercher sur un tout petit écran. Pour revenir sur ton nouveau film Libre, qui est donc un film de braquage, on peut dire, quelles seraient, toi, les références que tu as en termes de films de braquage? Ceux que tu préfères? Le plus grand, hein, c'est Point Break quand même. Ah! Je pensais que t'allais dire autre chose. Ah, tu pensais que j'allais dire quoi? Pour moi, le plus grand, c'est Hit de Michael Mann. Ah ouais. Ça se vaut quand même. Ça se vaut. Point Break. En tout cas, je revois très peu, je vois très très rarement les films plusieurs fois. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de film que je regarde 150 fois. Mais celui-là, ouais. Et alors celui-là, je l'ai montré à mon fils qui ne l'avait jamais vu. Parce que du coup, je revois plein de films à travers les yeux de mes enfants et c'est quand même génial. Qu'est-ce qu'il a pas vieilli du tout? C'est-à-dire qu'il y a un truc de... Et pourtant, la musique pourrait être un petit peu limite. Il est incroyable ce film. Et il y a vraiment cette touche féminine. Et ce qui est génial, c'est que c'est quand même une vie entière à penser pratiquement pour tout le monde que c'est un homme qui l'a réalisé. C'est-à-dire que ça rentre pas dans la tête des gens que c'est une femme et que c'est celle-là et que c'est la plus grande à Hollywood. Et je trouve que, je sais pas, il y a une touche féminine dans ce film que j'adore. C'est la scène avec Keanu Reeves quand ils sont sur la plage et ils ont du mal à se lâcher. Et il lui fait un dernier baiser et elle chope son visage et elle le garde une seconde de plus. Et moi, à chaque fois que je vois ce film, qui est vraiment un film testostéroné à mort, avec vraiment, c'est que des mecs et c'est vraiment un film de mecs, quoi. Et il y a cette scène qui est tellement belle. Et ça, c'est le regard d'une femme réalisatrice qui est capable de faire un film d'homme du début à la fin et qui t'apporte cette scène-là. Et cette scène-là, il n'y a aucun homme réalisateur qui aurait pu l'amener. Et j'adore ce
mélange dans ce sens-là. Quand tu lances la production d'un film, donc disons ici de Libre, que tu as le scénario, ou au moins l'idée de l'intrigue, et que tu as une idée du casting, bref, que ça avance, tu as plein de choses à gérer. C'est quoi la partie dans la préparation qui t'excite le plus? Alors déjà, c'est la partie la plus difficile en charge mentale, je trouve. Après, j'ai l'impression que le tournage, tout ce qui suit après la prépa, je trouve ça beaucoup plus simple. J'aime pratiquement toutes les étapes et celle que j'aime vraiment le plus et qui me manque très souvent, c'est peut-être pour ça que j'en fais un par an, c'est retrouver les gens. C'est ce moment un peu suspendu où je suis avec mon équipe, vraiment. Parce qu'après, ça va très très vite. Puis après, je me focus beaucoup sur mes acteurs. Mais ce moment-là, c'est vraiment avec les techniciens. Donc les premières réunions? Ouais, tout. Enfin, je sais pas, il y a ce truc très enfantin. On part tous dans un van, on va visiter des nouveaux décors, on se marre, on met de la musique à fond. Je sais pas, il y a un truc de colo qu'on retrouve parce que j'essaie de le créer au maximum après, mais il y a un petit truc d'excitation à créer encore les choses quand elles sont pas encore définies, qui est vraiment dans la prépa. Mais pour moi, le bonheur de la prépa, c'est les gens. Après, c'est encore autre chose. Je trouve qu'après, il y a un truc vraiment sur les acteurs et le focus des acteurs et ce côté très caméléon que t'as quand t'es réalisateur où chaque acteur a une manière de travailler. Ils vont tous te demander un truc différent et ton énergie, en fait, elle va devoir se déployer tellement autrement. Alors que la prépa, il y a un truc où, je sais pas, c'est là où j'ai les plus grands fous rires, c'est là où il y a une sorte de légèreté que j'adore. Et ça, dès tes toutes premières expériences en tant que réalisatrice? C'est pas, je veux dire, ça pourrait être quelque chose qui, au fur et à mesure, est devenu ton rituel de préparer autant, de mettre autant d'amour dans la préparation. Dès le premier film, t'as senti que c'était ça, au final, un peu le cœur de ce que tu fais dans ce métier? Mais je crois que c'est ce que je préfère de toute façon. Hein. En fait, je crois que je serai toujours bouleversée jusqu'à la fin de ma vie, tant que je ferai ce métier, en tout cas, par ce que te donnent ces gens-là. Et on fait pas un film tout seul, c'est pas vrai. On fait vraiment un film en famille. Et cette famille-là, moi, je l'aime trop. Et j'ai fait pratiquement tous mes films avec les mêmes techniciens. Je sais pas, on s'est vu grandir, on se voit vieillir. C'est étrange, hein. Il y a des gens que je connais depuis très longtemps maintenant. C'est un vrai bonheur, quoi. Il y a tellement de gens qui rêvent de faire ce métier-là. Si en plus, dès la prépa, c'est relou et tendu et pas cool, ça vaut vraiment pas la peine. Donc moi, je m'éclate pratiquement tout le process, quoi. Est-ce qu'il y a des rôles en tant qu'actrice dans ta carrière que tu trouves on ne commande pas assez, que tu aimes vraiment beaucoup et que tu trouves n'est pas assez relevé par les gens? Il y a un film du coup dont moi je parle beaucoup qui s'appelle Beginners de Mike Mills avec Ewan McGregor où j'adore ce film et aussi j'adore ce rôle et j'ai tellement aimé ce film à tourner et c'est vrai que j'adorerais en parler plus parce que c'est je pense une de mes meilleures expériences. Et après il y a un film carrément dont on ne parle jamais qui était super avec Cillian Murphy qui s'appelle Le Loft de Claudia Llosa, qui avait été à Berlin, et on m'en parle jamais. C'était drôle, parce que... Enfin, drôle, j'en sais rien, mais... On tournait à Winnipeg, donc il faisait en janvier. Il faisait à peu près moins 50, moins 52. Je me souviens d'un jour où Cillian était en train de perdre son nez, hein, quand même. On nous avait dit, si vous voyez une partie de vous devenir trop blanche, presque fluo, c'est que vous perdez un membre. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je crois que tu perds ton nez, en fait. Ça commençait à être une sorte de blanc fluo, quoi. Donc on avait une bouteille de vodka, il fallait se frotter avec de la vodka. Je pensais que c'était pour la boire, mais en fait c'est pour se frotter avec. Bon, et c'était très intense comme tournage, et c'était fou. Et puis il y avait Jennifer Connelly, et... enfin les partitions qu'on avait à jouer, elles étaient folles. Et la réalisatrice, elle est géniale. Et c'est pas qu'il est passé à la trappe, c'est que c'était une sacrée expérience, et qu'en fait, en fait on m'en parle jamais. Tu parles de tes expériences un peu justement anglo-saxonnes, américaines, hollywoodiennes. Il y a un peu ce mythe qu'on imagine que les actrices ou les acteurs français rêvent d'Hollywood, que c'est un peu le Graal. Est-ce que c'est le cas ou pas? Moi, j'ai l'impression que si tu dis à un acteur est-ce que c'est le Graal et qu'il te dit pas du tout, je pense qu'il ment. Mais par contre, je pense pas que ce soit une fin en soi. Mais moi, dès que j'ai entendu un acteur qui fait Hollywood, comment ça ne tente pas une seule seconde? Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pensé que c'était un peu du mytho. Après, est-ce qu'on a besoin d'une carrière américaine? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est un peu excitant quand même sur le papier. Et qu'en général, si tu dis ça m'intéresse pas du tout, c'est que t'as pas du tout eu l'once de l'occasion d'y aller, quoi. Tu disais tout à l'heure que Point Break, c'est un des rares films que tu revois. Est-ce que t'as d'autres films comme ça, un peu doudou, qui te font du bien? Bah, maintenant que j'ai des enfants qui sont devenus, donc qui sont mes propres doudous, j'adore revoir tous les Spielberg, en fait. Ah, ok. Oh là là, quel bonheur. C'est-à-dire, dans le lit,
les deux comme ça, devant E.T., quand c'est la première fois. Mais ça n'a pas de prix, en fait. Quand j'entends « Mais c'est qui ça ?» C'est l'extraterrestre, hein, et les commentaires des deux. Et que à la fin, elle est comme ça, et qu'elle a capté que ça y est, c'est un geste, E.T. Et quand t'entends le « parce que le vélo commence à décoller, et que toi, ça te tord de... » Moi, ça m'a tordu le ventre d'émotion parce que ça m'a tout rappelé. Parce que tout d'un coup, j'ai fait un saut dans l'enfance qui était fou. Je suis en train de revoir des films avec mes enfants, mais donc c'est ça le doudou. C'est même pas mon plaisir. Ouais. Je vais me refaire ça parce que The Notebook, moi, je peux tu vois, je peux y retourner régulièrement. En général, c'est les comédies romantiques que j'aime bien me refaire en doudou. Mais là, c'est double doudou en fait. Toi, en tant qu'artiste, quelle serait la collaboration qui t'a peut-être le plus appris? Oh là là, plusieurs fois en fait. Hein. C'est vrai? Oui, parce que très très tôt sur une journée de tournage, j'oublierai jamais ma journée avec Jacques Audiard, de l'observer, de voir comment il y avait une telle douceur, un tel respect des acteurs, un tel enthousiasme dans le grand chic. Et donc, à cette époque-là, je suis jeune, donc je pense que là, je me dis, waouh, j'espère que c'est comme ça souvent. Ce qui est faux. Et non. C'est pas toujours comme ça. Et en fait, non. Donc, moi, j'ai espéré en le voyant que ce métier serait aussi doux. En plus, quand tu vois le film, tu te dis, ah, donc on peut être très, très doux et faire des grands, grands films. Après, Mac Mills, moi, en tant que réalisatrice, il m'a énormément inspirée. Tarantino, évidemment. Après, j'ai croisé des gens incroyables de force, de personnalité, qui m'ont impressionné de gestion de tout. Il y en a que j'ai trouvé incroyables d'émotion. Enfin, je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai eu un choc de dézoom un peu c'est quand j'ai vu Isabelle Adjani arriver sur mon plateau et que la nana était tellement simple et qu'elle connaissait son texte par cœur et qu'elle avait tellement envie alors c'est mon amie, donc j'ai pas eu ce choc de la voir arriver en tant que elle sur un plateau, mais elle m'a fait oublier que c'était mon amie tellement c'était quand même l'icône qui arrivait. Et je sais pas, son rapport au métier, en fait. Je crois que ce qui me bouleverse, c'est quand tu vois des gens qui ont vécu tellement de choses et qui ont jamais perdu le plaisir fou de faire ce métier, en ayant été très abîmés aussi par ce métier. Et je crois que ce métier, ça brûle ou pas. Si tu brûles pas, fais autre chose, mais faut que ça brûle, faut que ça soit passionnant à faire, parce que c'est un métier trop important et trop beau et trop fort pour le faire de manière blasée. Je comprends pas les gens qui sont blasés et qui font ce métier. Et du coup, ce truc de Jacques Audiard qui est une force tranquille, extrêmement douce, c'est quelque chose que toi, essaies de reproduire en tant que réalisatrice encore aujourd'hui? J'adorerais être comme lui, mais je ne suis tellement pas comme lui. Ah, c'est vrai? Force tranquille. Je suis hystérique, je crie de joie toute la journée. Je suis l'inverse de Audiard. Audiard, il est comme ça, il vient de parler, moi je crie et je fais... Moi je m'épuise et j'épuise les gens. Non, je suis pas du tout calme. J'adorerais. Par contre, j'ai découvert un truc qui a soulagé beaucoup d'oreilles. C'est que comme je me suis mise à cadrer sur Libre, j'avais un Comtech et donc un Comtech avec le micro là. D'accord. Donc j'avais l'impression d'être pilote de ligne. Et là, pour le coup, je parlais comme ça toute la journée. T'avais pas plus besoin de hurler, tout le monde t'entendait. Donc je faisais, là ce serait bien de passer un 50 sur la caméra B parce qu'en fait, Et là du coup, c'était moins... Ça m'empêche pas de faire ça et de faire Ouah! Mais j'ai vachement aimé travailler comme ça. Et en plus, il y a un truc un peu schizophrène que j'adore. C'est-à-dire que tu as une situation et en même temps, on te parle en même temps à l'oreille et tu fais deux trucs en même temps. Et comme moi, j'ai besoin de faire plein de trucs en même temps, ça me calmait un peu ma folie finalement. Donc là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu seras obligé d'avoir ça sur tous tes prochains. Ben, franchement, en plus, c'est super parce que tu parles que à certaines personnes. Donc en fait, tu as toute l'équipe caméra avec qui tu te déconnes toute la journée. Donc tu dis des grosses conneries tout en travaillant très sérieusement. Et donc tu es un peu sur une double vie, mais en parlant très calmement et sans avoir à... Alors du coup, déjà qu'on crie pas sur mes plateaux, mais alors là, on était dans une espèce d'atmosphère... très chuchotée, qui était assez agréable. Et quand tu dis que tu cadres certaines séquences ou tu as vraiment essayé de t'insérer dans... Parce qu'on peut le dire, dans Libre, il y a aussi des cascades, des courses-poursuites, il y a aussi de l'action. Est-ce que toi, qui essayes d'être derrière justement la caméra, c'est aussi dans ces moments-là? Ouais, en fait, on a fait un film de braquage et avec beaucoup de voitures quand même, et de voitures embarquées. Et je voulais tout tourner à l'épaule avec un stead. Je le savais, c'était la grammaire du film. Sauf que
tout le monde rentre pas dans la voiture. Bah non. Quand t'as que des acteurs qui font 2,10 m. Donc il y a bien un moment, en fait c'est parti de là. C'est-à-dire que moi je voulais un plan sous le volant avec un angle de caméra où je voyais et le volant et le visage et le machin, sauf qu'à un moment donné personne n'y arrivait parce que personne pouvait rentrer. Moi je suis toute petite. Donc en fait je me suis contentionnée et j'ai fait moi par exemple, donne-moi la caméra par exemple. Et là ça a commencé comme ça en fait. Et j'ai mis la caméra et j'ai fait voilà donc et là le steadicam m'a regardé, il m'a dit mais moi je peux pas rentrer. Je dis je sais. Bon j'y vais. Et en fait c'est parti de là. C'est-à-dire que on a fait beaucoup de scènes dans la voiture. Et après, j'ai tellement adoré ça que je voulais plus lâcher la caméra. Ils ont fait leur travail, ils ont beaucoup cadré aussi, évidemment. Mais je me suis trop éclatée à le faire. On parlait tout à l'heure des plateformes, tu parlais du Covid, du fait que ça a un peu déserté les salles de cinéma, et tu parlais aussi que tu regardes beaucoup de films avec tes enfants. Est-ce que tu vas encore régulièrement au cinéma ? Oui, et je vis à la campagne, et j'ai de la chance parce qu'à chaque fois, on me fait le coup quand même du petit cinéma auteur pas loin. Parce que c'est un drame aussi quand tu vis dans un village. Donc à chaque fois, j'ai eu la chance de vivre en pleine campagne avec un petit cinéma d'auteur qui me rattrapait tous les films. Donc oui, pas assez, c'est sûr. Mais oui, j'essaie d'y aller, évidemment. Si je rentre sur un autre débat qu'on entend beaucoup ces dernières années, est-ce que tu considères que la place de cinéma est actuellement trop chère ? Oui. Ah, c'est un vrai débat, pardon. Oui, c'est un vrai débat. Non, mais c'est un vrai débat. Pardon. Toi, tu trouves qu'elle est trop chère ? C'est-à-dire que tu peux pas mettre 300 balles avec des pop-corn quand tu sors en famille, quand tout ce qu'on te propose en abonnement coûte moins cher. Enfin, tu peux pas te dire aux gens aller au cinéma et en même temps, ça leur coûte tellement d'argent, d'orgas, de la nounou. Enfin, il y a un moment, cette sortie-là peut pas être aussi chère, en fait. J'imagine pour les familles. Sinon, comment tu t'organises ? Comment t'arrives à te dire bon, ça va me coûter tant et on va le faire au nom de l'art. Tu peux pas demander ça aux gens. Il faut que ce soit ultra accessible. D'ailleurs, quand les places sont à 5 €, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence ? C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Il y a plus d'entrées quand c'est effectivement la fête du cinéma. Mais toi qui justement ne vis plus à Paris, on est d'accord qu'il existe des cinémas où la place n'est pas aussi chère que dans certains cinémas. Oui, mais c'est quand même... Enfin, c'est pas que la place de cinéma elle est chère, c'est que les bouquets sur les plateformes, ils sont presque le prix d'une place. C'est ça le problème. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'aller au cinéma reste exceptionnel, mais en même temps, il faut que tous les films marchent, parce que sinon, si les films marchent pas, on peut pas en produire d'autres. Donc je comprends pourquoi c'est un vrai débat. Et en même temps, la place est chère parce qu'elle permet aussi de financer le CNC, bien sûr. Le cinéma. Mais bon, elle a vachement augmenté à un moment donné, et puis à un moment donné, quand c'est trop cher et que ça demande, quand ça devient un vrai budget, tu peux pas demander aux gens cet effort-là. Moi, je pense juste on leur demande des trucs tout le temps aux gens. Donc, à un moment, tu peux pas dire que même la sortie plaisir, elle soit aussi compliquée à organiser, en fait. Mais tu vois, si tu me dis que la place à 5 € pendant la fête du cinéma, ça fait venir beaucoup plus de monde, c'est que la place, peut-être qu'elle doit être à 5 € et que si ça fait venir tout le monde, parce qu'il n'y a rien de pire quand même que ces salles de cinéma qui sont vides ou à moitié vides. Après, il y a aussi un autre enjeu, mais tu l'as dit, c'est est-ce que ça t'arrive parfois d'aller au cinéma toute seule ? Moi, tout le temps. D'accord, parce que du coup, c'est plus la même dynamique, c'est pas forcément le même budget, c'est pas... Moi, c'est comme les musées, depuis que je suis adulte, j'aime bien être seule. J'aime bien voir une expo toute seule, voir un film toute seule, et je sais pas, il y a un truc où... Ça dépend des films, mais... C'est parce que tout à l'heure, tu nous disais que justement, toi, cinéma, ce que t'aimais, c'était y aller avec des potes, avec des popcorn, mais ça, c'était tes souvenirs d'ado et adulte. En fait, mes souvenirs d'ado, c'était surtout qu'on grillait on payait une place et après on allait au cinéma toute la journée. Tu te souviens de l'époque où tu sors pas par la sortie, tu rentres et tu vas T'avais l'impression de faire un braquage. C'était génial. Moi, j'adorais ça, j'avais mal au ventre et tout. On était là genre... on regardait dans les couloirs et des fois on rentrait dans des salles avec des films on n'avait pas du tout envie de voir. Mais tu te trompais de ça. Tu disais, ah merde, c'est pas ça qu'on voulait voir. On était plus libre. On a parlé pas mal de ta carrière en tant que réalisatrice. Il y a quelque chose, un exercice. Je vais te demander comme ça, sans trop réfléchir, quel serait ton top 3, les 3 scènes dont tu es la plus fière d'avoir mise en scène ? Donc en metteur en scène. Ouais. Des choses que tu trouves particulièrement jolies, je sais pas. Okay. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis des scènes dont tu es vraiment fière ? Respire, dernier plan. Ok, donc Respire parce que c'est une prise. Il y a un film que j'ai fait qui s'appelle Galveston. Ouais. Et il y a une scène où Elle Fanning est morte et il arrive et il la voit et il sanglote. C'est une prise. J'essaie de trouver les trucs en une prise où t'es fasciné par ce qu'on fait tes acteurs. Non, le premier plan de Libre, qui est le premier plan, où on est en 360 sur le visage
de cette actrice qui n'a jamais tourné de sa vie. Donc, c'est la première fois qu'on va la voir dans un film. Et le premier plan du film, on est dans son visage, quoi. Et on tourne en 360. Voilà, 3 plans. Parfait. J'ai cru pendant une seconde que tu allais me demander de les rejouer. Et j'étais très Jamais. mal. Et j'avais repéré la porte. Et en vrai, est-ce que la promo, les interviews, c'est pas la partie la moins intéressante de faire un film? Est-ce que c'est pas un peu chiant? C'est pas que c'est chiant, c'est que ça peut devenir une torture, vraiment Encore mentale. pire. Ah, c'est le pire. Non, mais c'est-à-dire que nous, pour garder la fraîcheur, pour garder l'enthousiasme et pour garder l'envie, quand on fait ce concept de la journée presse junket et que toutes les 3 minutes, on pose la même question. Faut expliquer aux gens qui nous écoutent, Bah oui. parce que le junket, je pense que les gens ne voient pas forcément. Bah, c'est-à-dire que c'est une chaise, comme ça, pendant 9 heures. Et les journalistes s'enchaînent devant Et toi. toutes les 3 minutes, ils disent « Parlez-nous de la genèse de Libre ». Alors, 1 fois, 2 fois... Quand il est 14 heures, que tu as mangé en 10 minutes et que tu fais... Bah, la genèse, en fait, ça part d'un livre de Philippe Janeda que j'ai lu il y a 7 ans. Enfin, tu vois. Donc, chaque journaliste qui va arriver avec un truc un peu fun, c'est Dieu, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est le Messie. C'est-à-dire que dès qu'il te dit « On va faire un truc un peu décalé », tu as envie de te marier avec. Parce qu'en fait, c'est de répondre inlassablement à la même question et que tu te dis « Mais pourquoi on pose que cette question, surtout ?» Mais il y a vraiment pire dans le monde, hein. Tu vois. C'est pour ça que je te demandais le pire dans la conception d'un film de A à Z. Voilà. Dans la vie d'un acteur, une des parties les moins agréables, ce serait effectivement ça. Parce que la promo, ça implique aussi pouvoir montrer son film dans des villes de partout en France, ça implique aussi de rencontrer les gens. Ça, alors pour moi, c'est encore autre chose. Ça, c'est la tournée et la promo, c'est encore autre chose. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tournée province. C'est très intense, une tournée province. Parce que tu fais plusieurs dates affilées. Mais parce que c'est un truc d'énergie des gens. C'est-à-dire que je me souviens de... Voilà, c'était il y a quelques années. Je me souviens, il y a 20 ans. Je vais bien, ne t'en fais pas, on avait fait 54 dates. C'est-à-dire qu'on avait passé l'été entier. Juillet, août, on les avait passés sur les routes. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est à la fois des moments de vie inoubliables, parce que je m'en souviens comme si c'était hier, parce qu'il y avait des anorexiques dans la salle, parce qu'il y avait des parents d'anorexiques dans la salle, parce que les gens viennent te voir en larmes à la fin du film, parce que il y a des gens qui te regardent dans les yeux et qui te disent « Elle va manger ce soir et ce sera grâce à vous, ce sera grâce au film, ce sera grâce au sujet. » En fait, la tournée province et les gens te rappellent pourquoi tu fais ce métier. Ce qu'ont les chanteurs et ce que nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas le public, jamais. Nous, on crée, on livre, et puis on nous enlève de plus en plus les grandes avant-premières, on nous enlève le rapport avec le public beaucoup. On n'est plus connecté avec les gens, on est connecté avec... Et en plus, moi, après, je vis à la campagne où il y a personne, donc je sais même pas, quand je fais un film, je me rends même... Et je lis pas les critiques, je lis pas les commentaires. Donc moi, en fait, je livre un truc, et je sais même pas ce que les gens pensent. Alors qu'il y a, pendant des années et des années, tu retrouves les acteurs, tu as un truc un peu de colo, et en même temps, c'est énormément d'énergie, parce que les gens, quand ils ont aimé un film... dans lequel toi t'es en acteur et que tu sens que ça va changer quelque chose, bah, c'est une énergie folle, en fait. Et ça te rappelle aussi pourquoi tu fais ce métier. Donc ça te manque un petit peu par moment. Bah, en tout cas, je pense, je te dis, il y a ce Covid qui nous a déconnectés de manière générale avec beaucoup d'humains, quoi. L'humain, on s'est déconnecté. En parlant des tournées province, il y a quelque chose qu'on entend très souvent, qui est cette phrase des actrices ou des acteurs « Je ne peux pas regarder des films dans lesquels je joue, ça m'est insupportable ». C'est vrai. Est-ce que c'est ton cas ou pas? Ah ouais, pour le coup. Tu n'as jamais vu un film dans lequel tu joues en entier? C'est-à-dire que la dernière fois, on m'a sorti une réplique de Dickeneck, je savais pas de quoi on parlait. Je te jure. Il y a quelques années maintenant. Oui, mais il paraît que c'est genre la réplique, je pouvais pas ne pas le savoir, personne ne m'a cru que je l'avais pas reconnu. Non, mais c'est horrible de se voir. Et déjà que je me l'inflige quand je joue dans mes films, parce qu'après, moi, j'ai quoi? J'ai 3 mois de montage sur ma gueule après. Ou d'ailleurs, je dis, viens-moi ce plan, je peux plus me saquer, et la monteuse me dit, attends, c'est parce que tu peux pas te saquer. Donc attention, parce que là... Donc en fait, moi je suis dangereuse quand je joue dans mes films sur le montage en fait, parce que j'ai envie de me sucrer partout. Donc en fait, les seuls films où tu joues, où tu te vois, c'est les films que tu as réalisés aussi. Ah oui. Et après, plus jamais. J'ai jamais revu. Jamais. Puis alors, si je vois un truc non, pitié. Même un Beginners, même... Je sais pas, peut-être faudrait que je... non, j'ai pas envie d'aller voir... En même temps, j'ai pas envie de voir Beginners. Ok. Non, je sais pas. Alors, il doit y avoir une raison, parce qu'on est les personnes les plus égocentriques de la Terre, donc c'est très bizarre de pas vouloir se revoir. Il y aurait une vraie raison. Ou ça nous rappelle ou c'est lié à un rôle, ou c'est lié à une époque de vie, ou c'est lié... Je sais pas pourquoi c'est si violent, mais c'est violent en tout cas. J'ai découvert en préparant l'interview que tu as fait quelque chose l'année dernière, alors je me trompe peut-être, c'est sur ta fiche Wikipédia, mais ça indiquait que tu as réalisé ton premier clip musical l'année dernière.
L'année dernière? sorti en 2023. Ah bon? Peut-être que tu l'as tourné avant, mais le Mylène Farmer. Ah, le Mylène Farmer. Parce que j'ai réalisé un autre clip il y a 3 Ah. semaines. C'est pour ça que je te l'ai l'année dernière. Mylène Farmer, ouais. Donc ma question, c'est donc l'expérience du clip musical, Mhm. à quel point c'est différent en tant que réalisatrice? Bah alors, du coup, j'en ai réalisé un autre qui vient de sortir pour Amir. Donc, j'ai fait Mylène et Amir. Oui. Et pour le coup, le point commun, c'est d'abord la rencontre avec les gens. C'est pas D'accord. tellement l'exercice du clip en lui-même. L'exercice du clip, il est assez cool parce que c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire on tourne énormément, c'est beaucoup d'images en très très peu de temps. Tu t'essaies de faire que des plans cool et tu restes un peu dans cette hystérie de où là on trouve ça normal. On trouve ça normal que ça aille vite et que ça parte Ouais. dans tous les sens et tout ça. Mais c'est pas tellement. Après, oui, donc je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais après c'est. En fait, ce qui est très bouleversant et touchant là-dedans, c'est de se dire qu'il y a un artiste qui a rien à voir avec toi et qui tout d'un coup a envie de ton œil et vient te chercher. Et puis après, il y a des discussions sur son univers à lui ou à elle. C'était hyper challengeant de rentrer dans l'univers de Mylène Farmer, dans les clips mythiques de Mylène Farmer et en Tu même temps de m'étonnes. dire, parce que c'est devenu une amie depuis qu'on était dans un festival de Cannes ensemble, d'avoir des discussions en disant d'accord, mais qu'est-ce que moi je peux t'apporter de différent, sachant que tes clips, voilà, ils sont iconiques parce que tu représentes un personnage. En fait, c'est quoi la collaboration? Et c'est là où ça devient passionnant parce que c'est complètement inédit. À quel endroit tu vas la faire sourire dans un clip et en fait, on se rend compte qu'elle sourit pas dans beaucoup de clips et comment elle vient te faire ce cadeau inouï de venir te chercher. Et Amir, c'est pareil, c'est comment tout d'un coup tu mélanges deux mondes complètement différents et t'en arrives à faire un petit 3 minutes qui sera toujours une bonne nouvelle et un joli souvenir. Est-ce que tu regrettes d'avoir refusé un rôle? Que tu n'aurais pas dû refuser, que tu te dis, mince, j'aurais peut-être dû y aller quand même vu le film. Il y a eu un été fou, parce que j'étais très jeune et que ça m'est pas arrivé souvent, d'avoir le choix entre 2 films de fou à mon âge en tout cas, et c'était dingue. Il y avait Nos jours heureux de Toledano Nakash et Je vais bien ne t'en fais pas. Et j'ai choisi Je vais bien ne t'en fais pas parce que le rôle dans Je vais bien ne t'en fais pas était extrêmement puissant. Je leur ai fait la vanne il y a pas longtemps, donc je pense qu'en fait tout va bien, mais j'ai l'impression qu'ils m'en ont voulu pendant des C'est vrai? Et donc je l'ai croisé la dernière fois, j'ai dit donc en fait une fois j'ai dit non il y a 20 ans et en fait mais c'est pas un regret de rôle parce que pour le coup dans Nos jours heureux c'était Jean-Paul Rouve et c'était un film choral et évidemment qu'il fallait que je choisisse Je vais bien ne t'en fais pas en termes d'ampleur et d'intensité de personnage et tout ça, mais j'ai eu l'impression qu'en leur disant non à cette époque-là, alors que j'étais personne et qu'ils me choisissaient, j'ai eu l'impression de dire non à une famille, en fait. Celui-là, par exemple, oui. Mais bon, c'était les mêmes dates. Donc, je peux pas avoir de regrets. Si demain tu savais que ton prochain projet, c'était le dernier, Ça m'angoisse. Rien que de l'entendre, ça m'angoisse. du coup, vers quoi tu te tournerais? Quelle angoisse. Genre, je le sais que c'est la mort, finalement. C'est-à-dire, je sais que c'est mon Non, dernier film. la retraite. Ah, mais quelle horreur, c'est la mort, la retraite. La retraite t'angoisse. Bah, peut-être aussi parce que j'ai 41. Alors, attends, du coup, tu veux que je fasse quoi? C'est quoi mon dernier? Ouais. En fait, est-ce qu'il y a un truc que tu dis, je ne peux pas arrêter tant que je n'ai pas fait ça? J'essaie de le formuler de manière un peu moins angoissante. Oui, c'est ça. Eh ben, je ne peux pas arrêter tant que j'ai pas fait une série, un biopic. Je sais pas, je suis incapable de répondre à cette question. Eh ben, tu sais quoi, si ça devait vraiment être un truc, c'est-à-dire s'il fallait vraiment que je fasse le dernier film, je crois que je prendrais toutes les actrices qui m'ont fait le cadeau de tourner dans mes films et je crois que je prendrais un décor. Ok. Et j'improviserais tout sur place, j'aurais pas de scénario et je me laisserais guider par elle. Et on serait que entre femmes. J'aurais une dernière question à te poser, que je pose à tout le monde, parce que on s'approche actuellement là du quart de siècle, de 2025. Mm-hmm. Quel serait pour toi le meilleur film du 21e siècle à date? Tu l'as pas préparé celle-là. Tu le vois dans mon œil. Tu vas m'aider ou pas? Je suis en train d'essayer de t'aider. Je suis en train de me dire qu'on a fait un vidéoclub ensemble, dans lequel tu m'as cité certains de tes films préférés. Qui tombe dans le bon siècle? C'est ce que je suis en train de regarder. Tu citais Mélancolia, Les Fils de l'Homme, Ah oui. De battre mon cœur s'est arrêté, Room. The Hours, je pense que c'est 2000. Allez, viens, on se fait The Hours. The Hours? Je sais pas, de toute façon, un film. Il est marrant, lui. Comment tu veux faire ça? Oui, parce que The Hours, et Dieu sait si c'est pas un film doudou. Mais c'est peut-être un que j'ai vu le plus de fois, alors, qui me fait le même effet. Celui-là et La Route de Madison, mais il est plus vieux, mais il y a des scènes comme ça dans les films où
elles te font le même effet. Et pourtant, tu sais comment ça finit. Mais The Hours, quand il saute de la fenêtre, ça me déchire le ventre de la même manière à chaque fois. Merci Mélanie. Merci. En mini